Nous avons besoin de savoir, nous avons besoin de comprendre avant d'affronter. Gilles Kepel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des plus célèbres spécialistes français du monde arabe, professeur à Sciences Po, membre de l'Institut universitaire de France, auteur de plusieurs livres, Passion arabe notamment, Passion française, les voix des cités chez Gallimard. Gilles Kepel, ce matin, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, disait la participation de la France à des frappes aériennes en Syrie, la question est posée. Elle est vraiment posée maintenant ? C'est-à-dire que ce qui s'est passé hier, évidemment, en Kabylie, est quelque chose de terrible, qui secoue complètement toute la société française. Oui. En même temps, il faut bien comprendre comment ça s'est produit, quelle est l'articulation entre les frappes françaises en Irak, les frappes françaises éventuelles en Syrie, et puis le drame qui s'est passé, oui, l'assassinat d'Hervé Gourdel. Oui. Et il n'y a pas de relation directe, pyramidale entre les uns et les autres, si vous voulez. C'est ça qui est terrible, c'est que... Vous allez nous aider à comprendre cela, Gilles Kepel. L'égorgement de notre compatriote oui. Ne provient probablement pas d'instructions qui ont été données par l'Irak, mais plutôt d'une sorte de contagion médiatique qui fait qu'un mouvement radical qui s'agite, comme c'était le cas dans les massifs de Haute-Kabylie, avec des maquis qui étaient restés actifs, même s'ils ne s'étendaient pas, tout d'un coup se saisit d'un promeneur qui est là, l'utilise en imitant les méthodes de l'État islamique d'Irak, et à partir de ce moment-là attire toute la lumière sur lui, met en cause évidemment l'État algérien, lui pose des problèmes terribles, mobilise son armée, attaque l'État français. Et ça, c'est le nouveau mode de fonctionnement des terroristes aujourd'hui djihadistes, qui n'est plus du tout le modèle d'Al-Qaïda. Vous aviez un modèle pyramidal, avec Ben Laden et Zawahiri qui donnaient des ordres, payaient des billets d'avion, des cours de pilotage, désignaient des cibles. Là, c'est plus ça. Ce sont des individus qui finalement saisissent des opportunités, sont vaguement liés, partagent des objectifs, mais d'une certaine manière, ce sont des groupes qui... Oui, un terrorisme disséminé, sur plusieurs pays, plusieurs régions. Alors, parlons, je vais y revenir, Gilles Kepel, on a besoin de tout comprendre. Mais cette région de Kabylie où a été enlevé Hervé Gourdel, vous la connaissez bien, vous y étiez il y a combien de temps? Il y a peu de temps, effectivement, mais protégé, oui. Puisque j'étais allé dans l'un des villages d'où est originaire un des plus grands penseurs du monde musulman aujourd'hui, Mohamed Harkoun, décédé, dont nous publions un livre en ce moment aux presses universitaires de France, une biographie remarquable par sa fille. Et ce sont des villages dans lesquels on comprend bien que M. Gourdel a pu être fasciné. Ce sont des villages qui ressemblent de manière extraordinaire au village du Midi. Je suis moi-même originaire d'un petit village qui ressemble un peu à Saint-Martin-Vésubie. Le Mercantour et le Djourdjoura se ressemblent. Il y a une fascination réciproque, on imagine bien. Ce sont des villages aussi dans lesquels la population est très largement francophone et on m'y reconnaissait généralement en me disant qu'on m'avait vu dans votre émission, justement. Il est probable qu'aujourd'hui, dans ces villages, j'en suis absolument convaincu. Et vous avez en même temps ça, on a l'impression qu'il n'y a pas de défiance, qu'on est un petit peu, il y a une communauté, elle existe, et en même temps vous avez à côté des maquis. Des maquis qui, dans une région qui est très difficile d'accès, qui sont hérités de l'ancienne Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui sont allés en Irak, etc., qui profitent de cette situation particulière, d'inaccessibilité de la montagne, et qui là ont vu l'occasion tout d'un coup de monter en puissance d'une manière extraordinaire en envahissant la scène médiatique et par voie de conséquence en essayant de peser par là sur le pouvoir algérien et bien sûr sur le pouvoir français. Oui, et en montrant aussi une allégeance à ceux qui
Vous dites Daesh ou vous dites l'État islamique? Plutôt Daesh, en fait. Plutôt Daesh. Quelle est la différence, d'ailleurs? Parce que, en fait, c'est une appellation, puisque dire l'État islamique, d'une certaine manière, c'est renforcer ce groupe dans sa prétention à être un État et à être islamique. Alors que on peut penser que l'immense majorité des musulmans à travers le monde, nos compatriotes musulmans ou autres, ne se reconnaissent pas dans cet islam-là et encore moins dans cet État-là. Daesh, ça veut dire tout simplement, c'est l'acronyme du terme arabe Dawla al-Islamiyya fil Iraq wa Sham, c'est-à-dire l'État islamique en Irak et au Levant, c'est le Sham ancien, et donc le terme finalement les réduit à un groupe qui a fabriqué ce nom pour lui-même. Donc je crois qu'il vaut mieux utiliser ça que l'État islamique qui crée une confusion, comme si c'était véritablement un État, si c'était quelque chose qui représentait les musulmans. Ça, c'est ce que eux veulent faire croire, mais on n'est bien sûr pas du tout obligé d'aller dans ce sens-là. Et cette allégeance, elle est curieuse, parce que vous savez, celui qui a proclamé l'État islamique, le califat, le 29 juin, le jour du Ramadan, le premier jour du Ramadan, à Mossoul, Abou Bakr el-Baghdadi, est surnommé par ses adversaires, qui ne veulent pas de lui comme calife, évidemment, le calife Twitter, pour se moquer de lui. Pourquoi? Parce que, en fait, ce n'est pas une allégeance à un État, mais à un réseau. On est d'une certaine manière comme des friends sur des amis sur Facebook. Vous voyez, c'est un système réticulaire, un système de réseau. C'est pas un système pyramidal comme le voulait Al-Qaïda. Ils se sont adaptés à la transformation des médias. Al-Qaïda, c'était l'enfant d'Internet et d'Al Jazeera, d'une certaine manière. Là, c'est l'enfant de Twitter, l'enfant de Facebook et l'enfant de YouTube. Avec ces décapitations monstrueuses qui sont destinées à finalement s'adresser chez les gens même à une espèce d'envie pornographique, si vous voulez, obscène, de regarder la mort mise en acte, et puis en même temps qui fournit un discours qui donne un sentiment de pureté. On va tuer les impies, on va tuer les apostats, on va nettoyer le monde de la corruption, etc. Il faut bien voir que ce discours de Daesh, paradoxalement, il a une attractivité, et c'est ça qui le rend le plus dangereux, y compris chez nous. On voit le nombre de jeunes qui partent, et qui ne sont pas uniquement, du reste, des gens d'origine musulmane, et qui simplement auraient une vision déviante ou extrémiste de cette religion, mais des gens qui ne sont pas musulmans particulièrement et qui se convertissent en regardant des âneries sur YouTube, qui sont ensuite mises en réseau, envoyées en Syrie, puis ramenées en France. Vous voyez, on a vu le cafouillage récent à Marseille dans cette affaire d'ailleurs. Et là, on est quand même face à un problème qui questionne aussi notre société. Je vous disais tout à l'heure qu'on est regardé en ce moment dans les villages de Haute-Kabylie, je suis sûr qu'ils sont consternés. J'ai eu des appels évidemment affolés par ce qui leur arrive, par des gens qui sont à 5 km à vol d'oiseau des villages où ils habitent. Et en même temps, ce sont des choses qui concernent en profondeur la société française, les sociétés européennes. Comment se fait-il qu'on n'ait pas réussi à maîtriser cette espèce de phénomène monstrueux qui est aussi le produit de la diffraction, de la fragmentation. L'attirance pour le monstre, qui a toujours existé, la fascination d'exister tout à coup, c'est ça. Ça, c'est un ressort de base, mais qui est le produit tout à fait typique de la manière dont aujourd'hui nous n'avons plus de repères, dont l'information est fragmentée, diffractée en petits morceaux. Et je crois qu'on est vraiment, si vous voulez, entre Daesh et l'état actuel de l'accès au numérique, il y a un lien de cause à effet, un lien indissoluble. Est-ce que chez ces terroristes algériens, il y a des Français, vous pensez ? Dans ces groupes des binationaux. Peut-être des binationaux. Écoutez, ça c'est tout à fait possible parce que il y a quelque temps, j'étais en Tunisie, dans le sud tunisien, dans la ville de Sidi Bouzid, où la révolte a commencé, où Mohamed Bouazizi était immolé par le feu en décembre 2010. Et par hasard, je suis tombé devant l'une des mosquées principales sur le chef du groupe Ansar al-Sharia, qui est Bouayad Tonsi, qui est un type qui a fui en Libye, qui est recherché partout. À l'époque, il n'était pas encore. Bon, et puis on a commencé à débattre, et tout d'un coup, derrière moi, quelqu'un s'est adressé à moi avec l'accent typique de parler de la banlieue, du 9-3. Il a dit « Ah, monsieur Keppel, on s'est déjà rencontrés ». Et c'était l'un de ses gardes du corps qui, lui, était d'origine tunisienne et en même temps socialisé ici, si vous voulez. Et vous avez des allers-retours permanents entre les univers. Il n'y a plus de frontières, de porosité. Il y a au Maghreb aujourd'hui un bon nombre de gens, de jeunes qui sont venus en France, qui sont partis, qui ont parfois la nationalité, qui font des allers-retours. Bien sûr,
une infime minorité, évidemment. Mais le fait de maîtriser les médias, d'une part, le monde du tweet, de YouTube, etc., et aussi de pouvoir, par ses actions, donner par un attentat qui va peut-être même plus rien coûter, hein, contrairement au modèle Al-Qaïda, de capter le journal le 20h, de capter les émissions, de terroriser les gens et de surtout à engendrer des surréactions de la société. Ça, c'est le projet de ce phénomène. Beaucoup de gens disent on ne connaît pas, l'État islamique, on découvre. C'est pas vrai, hein. Moi-même, mais d'autres, nous avons déjà écrit beaucoup. Là, j'ai apporté un bouquin que j'ai publié en 2008 qui s'appelle Terreur et martyrs, dans lequel j'ai traduit abondamment, il n'y a pas que moi, d'autres collègues l'ont fait dans d'autres langues aussi, les textes de l'idéologue de Daesh qui s'appelle Abu Musab al-Souri, un ingénieur syrien formé en France, du reste, qui fait des études d'ingénieur ici, qui allait ensuite épouser une Espagnole, et qui explique la stratégie. C'est-à-dire, il ne faut plus faire des actions comme le 11 septembre, ça ne sert à rien, mais pénétrer à l'intérieur de la société, former des méras, former des némouches, les endoctriner, les former militairement. Ce terrorisme à l'intérieur de nos sociétés. Parce que Al-Qaïda était resté un phénomène, si j'ose, entre guillemets, élitaire, qui n'avait pas d'accès dans les masses. Là, au contraire, il pénètre, et on le voit, et ça marche, il pénètre à l'intérieur de la société à travers ce type de réseau, il suscite des adhésions. Et là, on ne sait pas, on est coincé. Exactement. Comment lutter? Nous allons revenir sur la question, mais je voudrais vous poser deux questions complémentaires qui nous permettent de mieux comprendre. D'abord, le califat. C'est quoi le califat? Alors, en termes absolus, dans la notion islamique du monde, le calife, c'est celui, en arabe, ça veut dire celui qui vient après, c'est-à-dire celui qui fait suite au prophète Mohammed après sa mort et qui gouverne à sa manière, en s'inspirant des textes sacrés de la religion et qui est donc censé, de ce fait-là, mettre en œuvre une société toute de justice et d'obéissance aux textes sacrés. Mais bien sûr, tout dépend de l'interprétation. Tout dépend de qui dit qu'il est calife ou pas, et sans vouloir être trivial, à partir du calife, vous avez quelqu'un qui veut être calife à la place du calife. Si vous voulez, c'est le théorème d'Is No Good, comme diraient les auteurs de bande dessinée. Et à partir du moment où quelqu'un se proclame calife, les autres disent non. Alors ce qui est très frappant dans l'affaire de Mossoul, c'est que, vous vous souvenez, que 49 diplomates turcs avaient été pris en otage. Au départ, ils viennent d'être libérés, fort heureusement. Et le califat bidon de Abou Bakr el-Baghdadi s'était installé dans les locaux de ce consulat turc, en ayant amené le drapeau de la Turquie et remplacé, mais à la place, ce drapeau, leur drapeau noir avec dessus la confession de foi musulmane, La ilaha illallah, Muhammad Rasulallah, c'est-à-dire il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed et son envoyé. Or, les Turcs, ce sont les héritiers, si vous voulez, de l'ancien califat, du dernier califat qui restait dans le monde, c'est-à-dire le califat ottoman d'Istanbul, qui a disparu après la guerre de 14 en 1924. Et donc, pourquoi s'emparer de l'immeuble turc, le consulat turc qui est devenu un peu l'Élysée, entre guillemets, hein, de ce califat à Twitter? Parce que on disait, un siècle après, puisqu'on commémore la Première Guerre mondiale aujourd'hui, c'est ça qui a amené la chute du califat ottoman, puisque les Ottomans étaient alliés avec la Prusse et l'Autriche-Hongrie à l'époque, donc ont été dépecés après la Première Guerre mondiale. On amène ça, et nous sommes les héritiers. C'était un geste symbolique. On s'empare d'un bâtiment turc, héritier lui-même du califat ottoman, et on remet le drapeau, on dit nous sommes les véritables héritiers, on est en train de changer le monde. On va détruire un monde qui a été basé sur l'injustice européenne. Ce sont les accords Sykes-Picot qui ont divisé les parties arabes du monde ottoman dans des frontières qui étaient restées, pour le meilleur et pour le pire, généralement pour le pire, il faut bien le dire, relativement stable jusqu'alors, vous voyez. Or, aujourd'hui, au Moyen-Orient, on n'a plus de frontières. Moi, je suis incapable, si vous me posez la question, de vous dire l'année prochaine combien il y aura de Syrie, combien il y aura d'Irak, si on aura un État kurde qui aura renforcé ses frontières ou non, vous voyez. Et cette espèce d'immense chaos de tectonique des plaques aujourd'hui a des influences partout. Elle nous touche en particulier, non seulement à travers notre opération militaire, mais à travers la Libye. Le chaos libyen, j'étais au Maghreb, enfin en Tunisie, en Algérie et au Maroc, là dans les semaines qui viennent de s'écouler, et j'ai vu de nombreux responsables, aussi des intellectuels et autres. Il y a une très grande inquiétude par rapport à la contamination qui vient de là. Alors, c'est là où
on a besoin de comprendre pourquoi nous intervenons militairement, d'une manière aérienne seulement, sans envoyer le moindre soldat au sol. D'ailleurs, nous faisons des guerres sans vouloir perdre un seul soldat aujourd'hui. Hein, c'est l'opinion publique qui commande, en quelque sorte. Mais Gilles Kepel, ces interventions militaires et aériennes, elles sont franchement utiles ou pas? Alors, il y a d'abord la dimension humanitaire, si vous voulez, qui a précipité, je crois, les décisions d'intervention. Regardez la Libye, nous avons l'exemple libyen. Est-ce qu'il est transposable à l'Irak? Alors, la Libye a été un échec très important, puisque l'opération militaire a abouti à l'élimination d'un monstre qui était le colonel Kadhafi, et on ne peut pas dire qu'il ne fallait pas le faire. Si vous voulez, moi, je me souviens être allé en Libye quand Kadhafi était encore vivant, et j'étais à Tripoli, qu'il avait quitté, et un monsieur était venu nous parler et avait dit, voilà, je suis monté sur le toit de mon immeuble à Benghazi, j'ai vu arriver la colonne de chars de Kadhafi qui avançait dans le désert, on savait ce qui allait nous arriver, on allait tous se faire massacrer, nos femmes et nos filles violées, etc. C'est un homme très pieux, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai vu quelque chose qui brillait dans le ciel. C'était les Rafales français, et en quelques secondes, cette colonne de poussière était transformée, ce nuage de poussière, en une colonne de feu, et merci la France. Alors, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. C'est vrai qu'on a sauvé beaucoup de vies à Benghazi à ce moment-là. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'accompagnement politique. On a pensé qu'on pouvait s'en laver les mains par la suite, et ça aboutit au chaos aujourd'hui. En Irak, on a la même situation. Les Américains ont envahi et occupé l'Irak pendant 3 ans, à un coût faramineux en termes financiers et en termes d'hommes, et ça n'a servi finalement pas à grand-chose, puisque ils sont obligés de revenir avec une coalition plus importante aujourd'hui. En évitant les drames qu'il y a eu la dernière fois, c'est-à-dire que vous vous souvenez, dans le New York Times et ailleurs, tous les jours, il y avait des listes de morts. Le lieutenant X de l'Ohio, le caporal Y du Wyoming, etc. Maintenant, il n'y a plus ça. On n'y a que des forces spéciales, parce qu'il y a quand même des hommes au sol en Irak. Hein, il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est pas vrai qu'il n'y a personne. Il y a des hommes au sol, mais ce sont des gens dont on ne va pas publier les noms quand ils vont mourir, et qui sont payés pour ça, si j'ose dire, malheureusement. Et il y a les frappes. Mais la question, c'est est-ce que pour l'instant il s'agit simplement de containment, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on limite l'État islamique dans les régions sunnites, ou au contraire, est-ce qu'on va essayer de les détruire? Et si on doit les détruire en profondeur, il faut faire de la politique, c'est-à-dire qu'il faut gérer les relations avec les tribus sunnites, comprendre pourquoi ce mouvement a réussi à fédérer tous les sunnites derrière lui, probablement parce qu'il avait, tous les sunnites d'Irak se sentaient complètement méprisés par le pouvoir, par le gouvernement maliki. Vous voyez, donc ça, ce sont des choses maliki que les Américains ont mis en place. Alors, moi, j'ai aussi une autre question, le financement, parce qu'il faut de l'argent pour faire la guerre. Le financement de Daesh, d'où vient-il? Du pétrole? Des puits saisis en Syrie? Entre autres, mais pas uniquement. Au départ, si vous voulez, Daesh, c'est une sorte d'enfant adultère de deux parents qui ne s'entendaient pas. C'est-à-dire, le régime syrien on en a beaucoup d'éléments de preuves, a favorisé l'émergence de Daesh et l'a encouragé parce que c'était l'occasion pour lui d'inoculer le virus du djihad à l'intérieur des rangs de l'opposition. Souvenez-vous, et Manuel Valls l'a encore répété tout récemment, la France et d'autres pays occidentaux ont soutenu dès le début l'opposition démocratique syrienne. Et donc Assad apparaissait comme un monstre qui faisait massacrer sa population, et on soutenait une opposition démocratique. Or, à partir du moment où cette opposition démocratique s'est trouvée affaiblie considérablement par Daesh qui dégorgeait les gens, etc., le régime de Damas, c'est ce qu'il fait aujourd'hui, a beau jeu de dire, bon, certes, je ne suis pas terrible, j'ai des défauts, mais par rapport aux égorgeurs, je suis quand même mieux. Et ça, du point de vue propagandiste, aujourd'hui, ils ont marqué un point, c'est indéniable. Par ailleurs, vous aviez les ennemis du régime Assad, c'est-à-dire les gens qui se réclament du sunnisme radical, de l'Arabie saoudite, etc., qui ont soutenu Daesh également, pensant qu'ils étaient les combattants les plus efficaces pour faire tomber Assad, allié à l'Iran. Et le vrai enjeu aujourd'hui, derrière toute cette tectonique, c'est la question du retour de l'Iran dans le jeu moyen-oriental. Est-ce que l'Iran reste marginal, ou est-ce qu'au contraire, il va devenir une sorte de pôle de stabilité dans la région, ce qui implique... L'Iran chiite, je le rappelle. Absolument, qui est en conflit, entre autres pour le contrôle du Golfe et des hydrocarbures avec l'Arabie saoudite, les autres pays du Conseil de coopération du Golfe. Ça implique aussi que l'Iran change de modèle politique. À l'intérieur de l'Iran, vous avez des pragmatiques autour du président Rouhani, de M. Javad Zarif,
Zarif, le ministre des Affaires étrangères, et puis des gens qui sont plus idéologues, le guide suprême Khamenei, les Pasdaran. Donc tout ça est en train de bouger en ce moment. Comment lutter? Parce que c'est la question, comment lutter contre cette dissémination terroriste? Je crois que pays occidentaux et démocratiques. Il y a la dimension militaire, effectivement, sécuritaire, qui montre ses limites. L'enjeu principal pour nous aujourd'hui, c'est notre propre territoire. C'est d'éviter que se passent sur notre territoire des attentats à la Mera, à la Nemouche de nouveau. C'est ça qui fait que les services de sécurité sont aujourd'hui sur les dents. Alors je crois que ça demande aussi une collaboration, un éveil de l'ensemble des composantes de notre société, y compris nos compatriotes musulmans. Vous avez vu qu'en Angleterre, il y a eu plein de jeunes qui s'étaient mobilisés d'origine musulmane indienne en disant avec un hashtag « Not in my name », ça ne se fait pas en mon nom. Alors, il n'est bien sûr pas question d'incriminer toute personne qui est musulmane, ça n'a rien à voir avec ces affaires-là, mais je crois que l'ensemble de notre société doit se mobiliser parce que justement, la volonté, c'est écrit dans les textes de Souris que moi et d'autres avons traduit. L'idée, c'est quoi? C'est de faire en sorte que la société surréagisse, qu'ensuite il y ait des sentiments d'islamophobie, que ces groupes trouvent des alliés et qu'on aboutisse à une situation de guerre civile. Et je crois que là, nous avons une responsabilité collective et nous pouvons le faire. Merci Gilles Kepel de nous avoir apporté beaucoup d'explications utiles. 8h57.